Muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos de nuevo aquí y esta vez para decir adiós. Como siempre se ha dicho, el adiós no es bueno, siempre es algo doloroso, aunque sea una amistad que ha surgido desde hace ya 4 días, así que estamos aquí con todos ustedes. Celebramos la cumbre de la Unión Africana desde el día 20, pero nosotros aquí tenemos la emisión desde hace ya casi 4 días. Así que al final de toda la trayectoria, al final del trabajo, un inmenso trabajo que ha estado llevando a cabo de nuestra parte de Radio Televisión Guinea Ecuatorial, cerca de 200 profesionales se han movilizado para este evento. Hemos tenido en el país la visita de por lo menos 52 jefes de Estado, entre presidentes y jefes de gobierno. Hemos tenido por lo menos aproximadamente, según lo que hemos registrado, cerca de 1000 periodistas representantes de unas 100 o 200 casas de radio y de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hoy hemos venido para hacer ya este resumen entre este grupo, este panel de analistas que ha estado con ustedes durante 4 días, hablando en francés, en español. Solo ha faltado un poco también de inglés, que en lo sucesivo ya procuraremos para que también los anglófonos puedan sentirse propietarios de este programa. Así que vamos a empezar de nuevo aquí, bueno, para decir adiós, empezar el programa, pero para despedir de toda la audiencia. Colega Bisso. Virgilio est là, Motu, est-ce la hora de salir? C'est l'heure de partir, mais on ne partira pas sans avoir débuté, sans avoir dit, sans avoir redit, relu, et essayer de conclure aussi la substance même de l'échange qui a amené nos chefs d'État à se réunir pour ce 23e sommet de l'Union africaine. Je me suis vraiment fait plaisir et je serais ravi de vous annoncer, chers téléspectateurs, que grâce à la télévision nationale de Guinée équatoriale, ici à Malabo, grâce au dévouement du ministre de l'Information et aussi, surtout, à la participation exclusive du directeur Ella Motu, Virgilio, mon ami et frère et confrère, nous allons vous donner en 2 heures du temps l'essentiel de ce qui s'est dit et en plus on va pousser le débat pour analyser les thèmes actuels. Alors on va parler de quoi ce soir? On va parler du CFA. Colonies d'Afrique doivent-elles s'émanciper? Est-ce normal et légitime que l'Afrique ait sa monnaie? On va revenir sur cette notion de l'injustice généralisée dont sont victimes les États africains qui se battent jour et nuit pour sortir de la fatalité et du sceau du sous-développement. C'est vrai qu'il y a des exemples enrichissants et contredisants de la version de la fatalité et on va proposer des solutions, mais avec des experts, un panel expressif. Alors, vous les connaissez presque tous. Il y a juste à l'extrême droite, Luc Michel. Luc Michel est un africanophile, un panafricaniste et un intellectuel convaincu. Ça vous va? Ça me va, je suis un des vôtres en tout cas. Alors, ce soir, le débat sera poussé, on va se libérer, on va essayer de voir ce qu'ont dit nos leaders, nos chefs d'État, mais aussi on va développer nos concepts personnels parce qu'ici, sur cette table, il y a beaucoup de géopoliticiens. Jean de Dieu Haïti, vous êtes enseignant, universitaire, chercheur, vous êtes africaniste, panafricaniste. Est-ce qu'au sortir de ce débat, on aura quelque chose de nouveau? Je suis surtout le frère de tous les Africains et surtout le frère de tous ceux qui pensent que le panafricanisme est un humanisme. Je crois qu'on sortira d'ici, d'autant plus que nous avons vu un triptyque qui est debout désormais pour dire que le franc des colonies françaises d'Afrique est une insulte pour l'intelligence africaine, est une insulte et perpétuité de l'esclavagisme. C'est encore un néocolonialisme imbécilisateur. Et comment ferais-je pour ne pas saluer, avec votre permission, la générosité, l'humanisme de celui-là, directeur général, sans publicité, d'une grande banque de la place, c'était la CCEI, qui a décidé par générosité, j'ai dit,
de nous offrir des agapes depuis hier soir jusqu'à quelques instants même. On avait de la peine à partir de là. Vous allez certainement me permettre de saluer également un directeur général. J'ai le bonheur d'être juste à côté de lui. C'est lui qui nous a offert ces rives d'un océan de bonheur et d'honneur. Je le salue, tout comme je salue tous les leaders qui occupent les places justes pour revenir sur l'histoire, les jalons solides qui ont été plantés par un leader, je voudrais le nommer, Obiangema Mbazoro, qui a accueilli d'autres leaders, Idriss Déby Itno, et Paul Biya, etc. Nous les avons salués avec beaucoup d'admiration, beaucoup de vénération. Et je crois que vous faites bien d'organiser cette grande messe pour que nous fassions, n'est-ce pas, le bilan et qu'on indique davantage que le néocolonialisme est une anthropophagie organisée depuis des siècles et des siècles et que le panafricanisme devrait être néo-panafricanisme pour confirmer que le noir mérite de la considération et que l'humanisme voudrait qu'on embrasse nos coopérations de tous les horizons, occidentaux, orientaux, asiatiques. Je crois que je ne vais pas monopoliser la parole, c'est que j'en suis fier de vous. François Bikoro, c'est un honneur de vous recevoir et avec vous on compte aussi avancer sur le terrain des idées, comme le précisait le ministre de la Communication. Est-ce que vous sentez que le challenge mérite vraiment d'être élevé à ce niveau pour qu'on sorte de cette semaine de débats intenses sur cette télévision nationale de Guinée équatoriale? Martial Bissok, je ne vais pas faire comme ceux que nous combattons. Je suis à la fenêtre, je ne vais pas me voir passer dans la rue. Je voudrais avoir un devoir de référence envers son Excellence Théodore Obiangema Mbazoro, qui vient à souhait de nous rappeler qu'il est possible que l'Afrique, lorsqu'elle le décide, lorsqu'elle le veut, puisse se retrouver ensemble et trouver ensemble les solutions à ses propres problèmes. Je voudrais ici remercier cette collaboration tout à fait panafricaine entre les médias africains et la télévision équato-guinéenne, qui nous a permis d'avoir 2,5 milliards de téléspectateurs pendant toute cette semaine folle d'ambiance et d'union sacrée autour d'un objectif précis. Je voudrais surtout me rassurer parce que l'Afrique a toujours un problème avec ses leaderships. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est au pouvoir, les lendemains du pouvoir vous sont obscurs. Et j'ai vu ici à Malabo, à l'ouverture du sommet, l'ensemble de l'Afrique honorer ses anciens leaders. Vous avez vu dans la salle les Obasanjo, les John Kufuor et tout ce que vous voulez, assis la main dans la main pour transmettre le destin de l'Afrique à ceux qui vont le prendre demain. Et je le dis toujours, on peut avoir de l'inquiétude pour l'héritage, mais on ne doit pas avoir de l'inquiétude pour l'héritier. Et quand je vois l'hommage qui a été fait à Nkrumah et à tous les autres pères fondateurs de l'OUA qui ont créé une organisation panafricaine et rencontré sur leur chemin des obstacles qui ne leur ont pas permis de donner satisfaction. Et nous nous disons aujourd'hui, cet hommage rassure. Il vous rassure, Martial Bissok, la compétence que vous êtes, qui a pu se mettre ensemble avec une télévision publique pour produire ce que nous avons fait. Il rassure les leaderships. Il rassure tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oui, qu'il est possible que l'Afrique change. Et pour que l'Afrique change, il ne faut pas qu'on fasse peur à notre. Maintenant, il rassure ceux de nos partenaires du monde occidental, judéo-chrétien, comme je l'appelle toujours, qui croyaient que nous avons fait un travail pour les combattre. Le fait qu'ils aient vu ensemble, pendant près d'une semaine, l'Afrique des Africains, l'Afrique des panafricanistes, l'Afrique de ceux qui veulent créer un pont universel dans la civilisation que nos pères fondateurs ont créée. Je voudrais les rassurer ici qu'il ne peut point n'est plus besoin de faire des pressions sur les sociétés qui gagnent de l'argent en Afrique, notamment les sociétés de télécommunications, pour fermer les câbles. Parce que la guerre de demain, c'est la guerre des idées, c'est la guerre du dialogue. Ça ne vaut plus la peine de faire pression à nos chefs d'État parce qu'aujourd'hui, cette symbiose, cette union sacrée entre les leaderships et leur peuple, c'est ça qui va produire l'humanisme dont faisait allusion tout à l'heure Jean de Dieu ici. Donc je suis un homme heureux, d'autant plus heureux que je me trouve dans une terre, la terre de nos ancêtres, celle de Malabo. Juste à côté de vous, Moustapha Diaye, Afrique Démocratie, c'est son magazine. Je vous conseille vivement de le lire. On va vous faire une présentation panoramique avant la fin de l'émission. Moustapha Diaye, c'est un chercheur, un diplomate de carrière, ancien ambassadeur et aujourd'hui reconverti dans les métiers de la communication et du savoir. Moustapha, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. C'est la première fois? Merci, c'est la première fois et je vous remercie. D'abord, moi je me félicite de cette heureuse initiative, comment dirais-je encore, du directeur général de Afrique Média,
en collaboration avec le directeur général de la télévision équato-guinéenne. Je me félicite également en tant qu'éditeur de presse de partager avec vous ce plateau. Je ne dirais pas que c'est un complexe que je nourris en moi, compte tenu, n'est-ce pas, de la richesse de ce plateau. Les messieurs qui m'ont précédé, je les ai entendus. Très sincèrement, l'Afrique, je sais qu'elle peut compter sur ses fils. Aujourd'hui, nous allons parler effectivement de la synthèse de ce 23e sommet. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est le fait qu'après la résolution finale, lors de la conférence de presse du président en exercice de l'Union africaine, le Mauritanien Abdelaziz, j'ai eu à lui poser la question, à savoir, est-ce que l'Union a pris compte des desiderata de leur hôte, le président Obiang Nguema, qui, il y a 2 mois, avait organisé une rencontre avec les ambassadeurs africains accrédités à Malabo. Son souhait était que, en sus des thèmes centraux de, ce 23e sommet, qui sont l'agriculture et la sécurité alimentaire, il avait insisté à ce qu'on inscrive sur l'ordre du jour la sécurité globale du continent. Et c'est important quand on parle d'agriculture et de sécurité alimentaire, il ne peut pas y avoir tout cela sans la sécurité. C'est pourquoi, à l'issue, n'est-ce pas, de cette rencontre, le président Aziz a assuré l'auditoire que ce point a été bien, comment dirais-je encore, étudié lors des séances à huis clos. Et je m'en réjouis. Je félicite une fois encore le président Obiang Nguema et je voudrais également attirer l'attention de la presse africaine, qui est le 4e pouvoir. Aujourd'hui, tous les problèmes qui sont en Afrique, leurs solutions sont entre les mains de la presse. Et en tout cas, j'encourage tous les patrons de presse à s'unir en Afrique pour essayer de régler tous les problèmes. Je vous remercie. Bamba Manfumbe de temps. Non, j'allais parler de la région de Côte d'Ivoire à l'ouest. Bon, c'est pas important, mais j'avais une petite pensée pour toute cette dynamique population ivoirienne. Mais vous êtes grand reporter au quotidien Le Temps, c'est à Abidjan. C'est cela. Así se ha acabado ayer esta cumbre de la Unión Africana. Yo he leído los discursos, yo he escuchado como un niñito, el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, este panafricanista del desarrollo, heredero de Nkrumah, de Gaddafi, de Gamal Nasser, y pensaba que es la hora, ahora que en África habrá una moneda que se llama, que va a tomar el nombre que quieren, pero lo que es importante y que he notado es la estructuración, la presentación del Fondo Monetario Africano. Y eso yo pienso que era un sueño y el sueño está concretizando poco a poco. Yo he visto que a partir de ahora mismo vamos a asistir a una aceleración de este proceso. Y lo que quisiera decir y retener también, han hablado mucho de agricultura, de alimentación, y que han dicho que ahora cada país debe afectar 10% de su presupuesto. Eso es normal. Y lo que yo he pensado y voy a retener, y a partir de ahora mismo yo voy a hacer la promoción, es lo que he ido a invitar a las poblaciones africanas, a los dirigentes, a la solidaridad, a la mutualización de lo que saben hacer, que es en África Central, si saben hacer algo, y que en África del Oeste si saben hacer otro, deben unirse para ir adelante. Alors, pour ouvrir ce débat, on va commencer par cette sortie de son Excellence Obiang Nguema Mbazogo, qui a rencontré le collectif de la presse africaine. Je pense que la presse africaine a décidé de se réunir autour d'un groupe puissant, d'une seule voix qui parle et qui écoute. Et la particularité, c'est qu'à côté des chefs d'État africains qui continuent de snobber, de mépriser et parfois de dénigrer la presse qui travaille pourtant pour le rayonnement du continent au détriment, au profit, pardon, d'une certaine presse fantomatique venue de lointaines contrées qui n'a même pas souvent compris les enjeux du terrain, mais qui repartent souvent malheureusement, hélas, avec d'énormes chèques, pas de chèques en bois. Et
Le chef d'État donc de la Guinée équatoriale, lui, il a décidé à l'inverse de porter, peut-être pas allégeance, mais un profond respect à la presse panafricaine, et il est venu face à la presse s'exprimer. C'était hier. On vous en fait quelques extraits. 2 minutos al antiguo director de la televisión de Comores. Excellence, M. Obiang Nguema Bazoukou, président de la République de Guinée équatoriale. Permettez-moi tout d'abord, au nom de tous les confrères africains, de vous remercier encore une fois pour l'initiative, pour l'invitation faite à la presse africaine dans votre pays, qui devient une fierté pour tous les panafricanistes, les acteurs médiatiques en particulier, y compris certains de nos partenaires occidentaux ici présents, engagés dans ce combat contre la terreur. Cela témoigne de votre engagement au service du continent d'une part et d'autre part des moyens toujours mis à disposition des organisations panafricaines en matière d'hospitalité, d'infrastructure et de logistique. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de nos entretiens, vous avez toujours réagi positivement à la volonté de nos médias de s'organiser pour mieux rendre compte par nous-mêmes de nos réalités en tant qu'acteurs de notre propre histoire au quotidien, face à certains médias qui la manipulent à mauvais escient. Votre geste politique et financier a grandement réjoui l'ensemble des confrères africains et a conforté vos engagements pour la communication positive, notamment celle à Dakar du Forum pour la garantie de l'émergence économique de l'Afrique, dont vous êtes le parrain d'honneur. Toutefois, force est de constater que notre organisation a encore besoin de votre appui personnel pour sa consolidation et son épanouissement. Aussi, nous restons persuadés que vous allez agir de sorte que le siège du Conseil africain des médias soit rapidement installé dans ce locaux à Malabo, que les membres puissent s'y rendre régulièrement selon un visa et programme annuel préétabli, que les actes administratifs, statutaires et réglementaires soient dûment établis selon les règles en vigueur en Guinée équatoriale, que les projets de divers médias puissent bénéficier des moyens de leur réalisation. Ce faisant, un comité de suivi a été constitué et composé de personnalités suivantes. Monsieur Yenyo Obiang, président. Monsieur Swali Mohamed, vice-président. Monsieur Amoukou Belinga, secrétaire général. Monsieur Pastomba, trésorier. Madame Kole Solange, trésorière adjointe. Et Monsieur Tabou Justin, coordinateur. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est dans ce contexte de réaffirmation de cette volonté collective de contribuer à une image cohérente et positive du continent et de promotion des idéaux panafricanistes pour le bien-être de la population, que j'ai l'insigne honneur de vous féliciter pour la tenue réussie de ce sommet consacré au secteur vital de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Je vous remercie, Excellence, pour votre tenue. Muchas gracias. Empezamos la conferencia de prensa. Tiene la palabra el señor periodista. Jean-Pierre Bolinga, PDG du groupe La Network Télévision Cap Télévision. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions de l'accueil qui nous a toujours été réservé dans votre beau pays, chaque fois que nous sommes invités en Guinée équatoriale, qui est aussi notre pays. Monsieur le Président, pensez-vous que les résolutions prises au terme de ce sommet de l'Union africaine puissent avoir un impact réel sur le développement de l'agriculture et de même sur l'Afrique en général, car notre continent est confronté à des crises que vous connaissez bien, à savoir l'insécurité transfrontalière, le terrorisme et bien entendu l'impérialisme occidental. Je crois que c'est cela qui se pose. Gracias. Merci beaucoup à tous. Je m'exprimais en español. Ya ahora la traducción. En primer lugar, yo quiero agradecer al conjunto de todos los periodistas africanos que han decidido cubrir este gran evento de la 23ª cumbre
de la Unión Africana, que es un evento regular que África organiza para tratar los asuntos africanos, eligiendo determinados temas, como es el tema de la agricultura y la seguridad alimentaria en esta conferencia que hemos organizado. Os felicito por el espíritu africanista que tenéis. No hay otros medios que deben elevar la consideración de África si ustedes no lo hacéis, porque yo pienso que los africanos son los que tienen que promover la imagen del continente africano, mientras que en otras latitudes tratan de no presentar la verdadera imagen de África. Como lo dije en mi intervención, que la dependencia colonial no quiere terminar, porque siempre nos consideran como países dependientes de los occidentales, de las antiguas potencias coloniales. Pero ya hemos superado esa etapa. Ya África ya no conoce nada de colonialismo. Se acabó el colonialismo. Igual como han terminado las dos grandes guerras mundiales. De manera que la aspiración de ciertos países de querer manipular al continente africano, prácticamente eso, solo los líderes que quieren dejar manipularse son los que realmente estarán sufriendo las manipulaciones. En este sentido, yo creo que cada uno tiene que buscar la estrategia para hacer que su país vaya hacia adelante. En mi intervención también critiqué una serie de programas que nos imponen, programas que no corresponden a la realidad. Critiqué sobre lo que es la paridad monetaria, que es un aspecto que muchas veces no se analiza. Se está hablando del crecimiento de las economías de los países africanos. Quiere decir que estamos siendo fuertes económicamente, pero esa potencialidad económica no se valora en términos monetarios. Siempre estamos con la misma paridad. Con la misma paridad. Si no es el dólar, es el euro. ¿Y quién es el que valora el dólar y el euro para decir que son las monedas más fuertes del mundo? Son papeles. Y pueda que esos papeles también no tienen valor como ellos lo quieren demostrar. De manera que yo creo que nosotros tenemos que buscar otro tipo de paridad monetaria de las monedas africanas. El tema principal de la cumbre es la agricultura y la seguridad alimentaria. A mí me parece que son dos temas cruciales, importantes, porque sin la agricultura no se puede asegurar la alimentación. Y la alimentación es la base de la subsistencia de las personas. Si una persona no come, no puede desarrollar ninguna actividad. Entonces, no debemos tomar el tema de la agricultura y la seguridad alimentaria como meros temas. Son temas importantes que a nivel del continente africano, tanto los gobiernos como los organismos concernientes que se ocupan de los problemas de la agricultura y de la alimentación deben analizar profundamente para encontrar la solución. Hay
una circunstancia que hace que África esté mal situado. Todavía se registra en algunos países el hambre. Hay países que sufren el hambre, la malnutrición de los niños, incluso de los adultos, por falta de una buena alimentación. Y eso también acarrea muchísimas enfermedades. Y a veces países occidentales muestran las imágenes de África con las fotografías que van sacando de esos países y lo quieren presentar como si es la imagen de todo el continente. De manera que yo creo que tenemos que evitar esa imagen, que es una imagen falseada. Aunque tenemos el hambre, sentimos hambre, tenemos algunos niños malnutridos, pero esa imagen ya no existe actualmente en África, porque África ha crecido mucho. Lo que tenemos que hacer los gobiernos africanos, los pueblos africanos, es acabar con la dependencia de los productos de consumo, de los productos que vienen de Europa. Hay importaciones masivas y no quieren valorar los productos nuestros. Nuestros productos, a pesar de que hay países que ya son potenciales en la producción, en la productividad de alimentos, pero no pueden competir en el mercado internacional por razón de la imposición de barreras proteccionistas, porque nuestros productos no pueden entrar en el mercado de los países grandes. Y On vient d'écouter son Excellence Obiang Bazogo qui était face au Conseil africain des médias. C'était hier et le sujet posé nous appelait justement à prendre nos responsabilités, à porter notre destin en main. Mais vous, Virgilio, vous qui savez souvent lire entre les lignes du chef de l'État, est-ce qu'on peut avoir un petit résumé? Oui, des idées fondamentaux, parce que c'est ça qu'on a déjà dit. Il a parlé en espagnol. C'est pour cela que je vais faire en français pour qu'on puisse un peu débattre les idées. Les idées qui sont les idées clés. Parce qu'il y a dit beaucoup de choses. Le discours est assez riche et on peut toujours souligner plusieurs choses encore. Il a commencé par remercier la présence de la presse panafricaine. Surtout, il a signalé la presse panafricaine. Parce qu'il a dit que c'est la presse qui doit aider pour l'épanouissement de les idées panafricanistes, le niveau panafricanisme qu'on veut développer maintenant. Il a apprécié la présence de la presse. Il a dit que ce sont les mêmes Africains. C'est la presse africaine qui doit d'abord s'engager pour publier, pour faire des rapports, pour faire des interviews, comme on dit, faire un peu plus grand et faire que le débat soit au niveau général, pas seulement en Afrique, sinon d'ailleurs. Il a aussi souligné les tendances coloniales, parce qu'il a dit que nous sommes dans un moment qui n'est pas maintenant l'époque de colonisation, mais on constate qu'il y a souvent des mouvements, des programmes, des gens intéressés, des pays, des potentiels occidentaux qui veulent toujours mettre sur place des programmes qui vont vers ça, non? Comme une nouvelle, comme ce qu'on appelle la néocolonisation. Il a dit ça.
Il a invité aussi aux leaders africains d'éviter de se laisser manipuler pour ces nouvelles tendances, parce qu'on est à un moment que toute l'Afrique doit s'unir autour de l'idée de panafricanisme pour faire face aux défis qu'on a signalés dans les objectifs de l'Union africaine. Il a signalé bien sûr les deux mots, agriculture, aliments. Ça veut dire sécurité alimentaire et l'agriculture. Il a dit que ça, c'est beaucoup plus important que tous les projets qu'on peut faire, parce que si le continent continue à avoir faim, à continuer ça aussi, sans alimentation, les gens sont aussi souvent malades, les gens sont aussi vraiment fatigués, les gens ne peuvent pas bien travailler, même les enfants ne peuvent bien développer ces idées. Il a critiqué encore aussi l'imposition des programmes par les Occidentaux. C'est comme ça, je vais revenir vers la parité monétaire qui est l'aspect qu'il a signalé. Il a signalé que, bon, maintenant, il a fait une observation. Bon, la parité monétaire, ce sont les gens qui font la force de la monnaie. Ce sont les Américains, les Européens qui disent que maintenant, l'euro, le dollar, ce sont les deux monnaies très fortes. Et la monnaie, c'est un papier. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui imposent qui est beaucoup plus fort que l'autre. Et alors, nous-mêmes, on doit mettre cette force dans notre valeur monétaire. Il a fait aussi comme anecdote, il a dit que bon, pourquoi avant, tout cela c'est la France qui a fait un peu de protecteur du franc CFA. Maintenant, la France n'est plus la franc français. La France utilise maintenant l'euro. Et pourquoi la France continue à gérer nos fonds? Pourquoi notre fonds est toujours dans la caisse de la trésorerie française au lieu d'être maintenant dans la trésorerie de la Banque européenne qui peut être beaucoup plus bénéficieuse pour les Africains? C'est un des points qu'il a signalé. Il a dit que, bon, nous sommes dans une infériorité au moment de faire les négociations avec eux, parce que ils ont mis des systèmes, des méthodes et des règles protectionnistes pour leur économie. Ça veut dire que nos produits, par exemple, notre banane, il ne peut pas, c'est le meilleur du monde, la banane qu'on produit en Afrique, mais ça ne peut pas entrer en Union européenne. Ils préfèrent acheter ailleurs, même beaucoup plus cher que ce qu'on achète en Afrique, mais ils n'acceptent pas que notre produit soit introduit là. Il a dit aussi que, bon, au-delà de l'euro qui a dit de la parité de franc CFA, que les banques africains, nous, les pays africains, on peut renégocier ça pour voir si ce n'est pas la France. Bon, si la France, si l'Union européenne maintenant, la France est dans l'Union européenne, ce n'est pas la France qui fait maintenant la force de franc CFA. Mais si c'est l'Union européenne, ça veut dire que l'euro, le chef africain, il doit essayer de voir si la banque européenne, c'est la banque qui va faire maintenant la force de l'Europe sur la parité. Sinon, ils peuvent même aller même en Amérique pour chercher là où on peut valoriser la force de notre économie. Et bon, c'est ça. Je fais un résumé hein, parce que j'ai pris un peu plus comme ça les idées. La Banque forte, j'ai déjà dit, les problèmes, oui, il a parlé de beaucoup de pays qui continuent toujours avec le peur de se manifester, de dire tout cela qu'on est en train de dire ici, parce qu'il invite aux frères de prendre le courage de pouvoir aller ensemble et dire les choses et dénoncer les choses-là et prendre des décisions sur tout cela qu'on doit faire pour l'Afrique. Il a parlé aussi de l'apparition de forces étranges, des forces qui font toujours que l'Afrique est toujours un problème, est toujours des problèmes, de violence à l'Afrique centrale. Il a commencé à faire dans le discours, parce qu'après, on a mis, bon, c'est pas le discours, c'est la revue de presse, mais il a fait beaucoup, il a parlé beaucoup là. Comme on va relancer ça, on va en tout entière. Il y a les gens qui peut-être quelqu'un peut s'ennuyer maintenant parce qu'on a coupé. Mais on va mettre entière après, parce qu'on a mis tout ça là entière. C'est vraiment large, mais on est dans un programme, c'est pour cela qu'on a fait le résumé. Parce qu'il parle là de la situation de crise dans chaque pays, et il signale concrètement
qui est le coupable ou qui est intervenu pour les crises. Il a parlé de crise malienne, il a parlé de crise centrafricaine, il a parlé de Boko Haram au Nigeria, il a parlé de beaucoup de la situation de crise dans plusieurs pays. Je pense que si je ne saute rien, si je n'ai pas bien noté, mais je pense que j'ai pris globalement toutes ces idées qui sont les idées fondamentaux de cela. Tout à fait. Merci Virgilio. Alors, ça plante le décor, hein, donc on va revenir sur tous ces thèmes-là que vous avez cités tout à l'heure. On va revenir sur les conflits en Afrique. On va essayer d'analyser, de dégager des responsabilités. Mais on va avec Luc Michel revenir sur ces notions de monnaie. Son Excellence Obiangema Bazogo a été très clair. L'une des solutions, c'est peut-être aller voir avec la Banque Centrale Européenne. Parce que de toutes les manières, comme il le disait, soit c'est le dollar, soit c'est l'euro qu'il va falloir traiter avec. Et on est dans un problème très complexe et à la fois très simple. On n'est pas dans de la géopolitique là, on est dans un cas d'école de sciences politiques. Il y a, pour qu'un État soit indépendant, ce qu'on appelle des fonctions régaliennes. Qu'est-ce que c'est? Le contrôle de la défense, deuxièmement le contrôle de la diplomatie, 3, le contrôle de la monnaie. Le bilan à faire, c'est de voir si l'Afrique globalement et chaque pays africain séparément est un État indépendant au regard de ces critères. On a, au moment de la décolonisation, ça a été l'intelligence des gouvernements européens qui étaient dans les derniers feux de leur puissance. C'est le moment où ils commençaient à être totalement intégrés dans l'OTAN. Ils ont donc d'une part fait allégeance à l'Empire américain, mais d'autre part ils ont essayé de garder une capacité de nuisance, de contrôle dans leurs anciens pays, dans leurs anciennes puissances coloniales. Le grand problème c'est simple, le franc CFA. Est-ce qu'on peut accepter, et le président Biangema l'a bien expliqué, que la monnaie de l'ancien colonisateur soit celle qui contrôle les monnaies africaines indépendantes? Secondement, le franc français n'existe plus. Il a également posé le problème clairement. Actuellement, le franc a été dissous dans la zone euro et c'est la Banque Centrale Européenne qui est à Berlin qui gouverne. Actuellement, il y a un grand problème au sein de l'Union Européenne précisément, c'est que la France et l'Allemagne divergent sur la politique monétaire à appliquer et c'est l'Allemagne un peu qui fait sa loi, qui a imposé des plans de crise, notamment au Portugal et en Grèce. Bon, est-ce que l'Afrique doit aller voir l'euro? Il y a quand même un problème fondamental. Au sein du bloc impérialiste, pour employer un terme marxiste, il y a des contradictions internes. Il y a d'une part une alliance militaire, qui est l'OTAN, qui est une alliance militaire et diplomatique, où les pays européens sont clairement ou des vassaux, pour rester polis, de l'Empire américain, ou ses colonies, ou ce que certains comme moi appellent les putains de l'Amérique. La deuxième chose, c'est qu'il y a une guerre commerciale qui existe depuis le début des années 80 entre l'économie américaine et l'économie de l'Union européenne. C'est une guerre qui porte sur des centaines de produits. Les Américains ont essayé de résoudre le problème à 2 reprises. La première, ça a été précisément la globalisation, les fameux accords du GATT, si vous vous en souvenez, qui ont précédé ça. Et maintenant, ils essayent d'avaler l'économie européenne dans ce qu'on appelle le grand marché transatlantique. Il n'y a pas d'autre puissance financière que l'euro face au dollar. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, le seul concurrent du dollar, c'est l'euro. Il y a d'ailleurs un jeu vicieux entre les deux, c'est-à-dire que quand le dollar monte, l'euro baisse et inversement. Tous les gens qui ont essayé de sortir de la domination du dollar sont passés à des tentatives d'utiliser, notamment dans l'échange des matières premières, l'euro. Ça a été le cas de Saddam Hussein, on sait comment il a fini. Ça a été aussi le cas de Kadhafi. Le plus grand supporter de l'euro, ça a été Kadhafi. C'est Kadhafi en 2008 qui, avec les fonds souverains libyens, a sauvé les monnaies européennes au moment où on attendait une faillite de la zone euro. Ils ont massivement injecté les fonds souverains libyens dans les banques françaises, maltaises,
suisse, italienne, belge et allemande. C'est une des raisons, selon moi, de l'agression de 2011. C'est-à-dire qu'on ne savait plus rembourser Kadhafi. Vous noterez une chose, c'est une remarque, que les fonds souverains libyens sont toujours confisqués depuis 2011, alors que le régime de Kadhafi a été détruit en octobre-novembre 2011. Et récemment, le ministre, je vais dire fantoche parce que c'est un gouvernement fantoche, le ministre fantoche de Tripoli se plaignait que le gouvernement libyen devait emprunter de l'argent à de hauts taux d'intérêt, alors qu'il était sur papier très riche. Donc, faut-il se tourner vers l'euro? Oui, tout à fait. La seule monnaie qui pourrait contester la domination du dollar, c'est l'euro. L'avantage pour l'Afrique, ça serait aussi de se dégager de Paris. Parce que à la Banque centrale européenne de Berlin, ce n'est plus les présidents français qui font la loi. La France est maintenant une puissance qui est en voie de minorisation en Europe. Et alors, il y a une troisième chose aussi qu'il ne faut pas négliger, ça permettrait d'autres rapports au niveau des matières premières, et parce que moi je suis, vous savez, je suis à la fois pan-européiste et pan-africaniste. Je pense que ce sont deux mouvements frères, et je pense que c'est un mouvement double de libération. Il faut que les deux se dégagent. Cela permettrait justement à l'économie européenne, mais aussi à la politique européenne, de peser beaucoup plus face au bloc américain, au bloc du dollar, et donc de s'en désengager. Merci Luc Michel. Alors, Jean de Dieu ici, on va revenir un peu sur cette fameuse loi cadre. Vous êtes quand même historien et de haut vol. Et la loi cadre de Gaston Defferre qui enlevait à toute entité indigène le droit de s'autodéterminer, c'est-à-dire on vous enlevait la souveraineté monétaire, la politique étrangère, la défense, et puis on vous laissait gérer un peu le train-train quotidien. Est-ce que ce système pernicieux nous coûte encore aujourd'hui? Et pour vous, quelle est la solution? Est-ce que sortir du franc CFA et tralala nous amènerait à une autre guerre ou à une autre menace? D'abord, il faut saluer la pertinence du résumé du directeur général qui donnait là toute la vitrine de ce que nous avons reçu, parce que je sortais de là en vous disant que le véritable sommet, c'est ce résumé que nous venons de recevoir. Et évidemment, lorsque vous posez la question par rapport à la perpétuité de la colonisation, parce qu'évidemment la loi cadre qui faisait semblant de vous donner, parce qu'on ne donne pas la liberté, on ne donne pas la souveraineté, il y a eu un système qui répète ceci. Mitterrand vient vous dire, si la France ne conserve pas ses anciennes colonies d'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. Son ministre des Relations extérieures, Godefroy, vous dit, un petit pays comme la France, avec ses 15 ou 20 colonies d'Afrique, est capable de déplacer des montagnes. C'est pour ça qu'on a maintenu, on vous a refusé des souverainetés. Alors, ce qui est intéressant de dire aux yeux du monde aujourd'hui, c'est que nos chefs d'État, nos prééminences institutionnelles et diplomatiques n'ont plus peur. C'est la première conséquence que j'ai observée. Parce qu'ils vous ont fait observer hier que eux aussi, comme vous et moi, s'interrogent. Qui produit des armes qui organisent la théorie du chaos en Afrique? Et il vous dit par-ci et par-là, il s'agit du jeu des intérêts. Les enjeux obligent que les Occidentaux, principalement les Français, procèdent à la recolonisation du monde par l'agression et pour aboutir à la prédation. Et donc, il vous a présenté là, avec stabilité, avec constance, les aspects du conflit et de criminalité transnationale organisée. Je vous le fais observer, et je vous le faisais déjà observer depuis le discours de la cérémonie d'ouverture. Après cela, vous parlez de la monnaie. Vous n'avez pas un corps lorsque vous n'avez pas de cœur. La monnaie, lorsque le président guinéen vous fait observer que le franc français a disparu, il est incongru que le franc CFA, c'est-à-dire le franc des colonies françaises d'Afrique,
soit encore utilisé aujourd'hui et que les comptes des opérations soient logés dans la trésorerie française. Ça signifie que vous, Martial, vous voulez vivre chez vous avec votre épouse et moi, je garde votre sac d'argent. Je vous donnerai ce que je souhaiterais. Aujourd'hui, je déciderai de vous donner 40%. Lorsque vous serez mauvais élève de Paris, je ne vous donnerai plus rien. Et la République centrafricaine se retrouverait avec 26 mois sans salaire. Parce qu'on ne peut pas battre monnaie là. Avec pour conséquence directe de avec créer conséquence, parce qu'il y a un certain Nicolas Sarkozy qui viendra vous dire c'est la rareté qui suscite la violence. Et il vous dira, pour se moquer des Africains, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Toutes ces histoires pour traduire justement la manipulation qui donne une mauvaise image de l'Afrique. Et le président guinéen vous faisait observer que les images que les Occidentaux vont relayer, vont diffuser, c'est les images des vieux quartiers, c'est les images des enfants malingres, affamés, misérables. Ce ne sont pas les images qui montrent Malabo comme un Eldorado où on peut être heureux, on peut se soigner, on peut dormir en paix comme vous aimez, on peut manger comme on l'a fait. Eh bien, quand vous progressez par ce discours d'ouverture et par cette conférence de presse, le président vous montre l'imposture et la forfaiture de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l'Organisation mondiale du commerce. Ce sont les instruments de la perpétuité de l'esclavage économique, commercial, etc. Il vous présente la maladresse et la malhonnêteté de ceux-là qui acceptent encore les mauvais échanges, c'est-à-dire l'Organisation du commerce international qui se trouve, et déjà on a dit, avec une monnaie, on vous dit que c'est le dollar et euro qui sont des grandes monnaies. Il vous fait observer que ce ne sont que des papiers, et que nous devrions donner aujourd'hui une autre valeur à d'autres papiers, qui sera africain. Et là où il était, il justifiait justement le thème du sommet. Il vous disait, si una persona no come, no puede desarrollar ninguna actividad. Si une personne ne mange pas, il ne peut pas développer une certaine activité. Ça rejoint exactement ce que Monseigneur Jean Zouade, de regretter mémoire, il était archevêque métropolitain de Yaoundé. Vous savez que je viens de Yaoundé. Il vous disait, un homme qui a faim n'a pas de personnalité. Et donc les Africains n'ont plus raison d'avoir faim aujourd'hui. Évidemment, n'ont pas faim, ne devraient pas avoir faim, même si on fait la manipulation pour dire qu'en Afrique, ce n'est que la famine, ce n'est que la misère. Aujourd'hui, il faut dire au monde entier que l'agriculture suivie de l'industrialisation, ça ferait que l'Afrique, et si la même Afrique ne connaît pas, ne subit pas la théorie du chaos, ce serait une Afrique sécurisée, ce serait une Afrique où le bien-être permettrait que Occidentaux, Asiatiques et les nègres avec considération vivent avec joie. Et donc, en un mot comme en mille, je dis que le président guinéen Obiangema Bazoro, il nous a rassuré qu'il a discuté avec son homologue Paul Biya sur la question de la monnaie. Et nous avons salué et nous avons interviewé monsieur Idriss Déby Itno du Tchad. Nous avons vu tous les décideurs du continent africain debout, une quarantaine. Certains étaient absents, oui, mais on va dire que l'Afrique est désormais debout avec une armée médiatique comme celle-ci, avec une armée des décideurs qui n'ont plus peur parce qu'on leur a dit que si vous n'êtes plus meilleur élève de Paris, meilleur élève de Londres ou meilleur élève de Washington, vous n'êtes pas décideur, on vous applique l'article 6 de la charte de l'impérialisme. Je crois qu'on peut faire tout un livre. Jean de Dieu Haïti, on revient vers vous tout à l'heure. Je reviens à vous, Virgilio, mais il y a François Bikoro qui est là. C'est important de rappeler aux Africains qu'il y a une nouvelle race dynamique de jeunes Africains qui ne savent pas ce que c'est que la colonisation. Et j'en fais partie. Et nous ne savons pas ce que c'est que les chaînes de l'idiotie et de l'ignorance, puisque même à l'école de nos amis, même les plus prestigieuses, on a souvent été pas les moins mauvais. Donc cette génération demande à nos chefs d'État de sortir de ce CFA. Si eux, diplomatiquement, ne peuvent pas s'exprimer, nous on a les moyens aujourd'hui de même rentrer et recourir au troc finalement. Mais on doit sortir, c'est impératif, Bikoro. Vous voudrez d'abord constater qu'avant que la colonisation n'existe, l'Afrique comme le reste du monde existait. Donc on ne peut pas croire ou faire croire à un seul instant que parce que nous avons été colonisés, nous avons commencé à exister.
La hardiesse et la hargne avec laquelle les Occidentaux veulent arriver et prendre en prédation l'Afrique prouvent encore à souhait que personne ne peut vivre sans l'autre. Je voudrais aussi saluer les parlementaires français qui, après avoir suivi Afrique Média pendant près de 3 ou 4 mois, ont proposé à nos institutions politiques françaises de cesser de parler des biens mal acquis. Je crois qu'ils avaient compris qu'au sommet de l'OUA, l'ensemble des médias africains viendront expliquer ce que c'est qu'un bien mal acquis. Et je crois que quand vous gardez l'argent de quelqu'un, lors des indépendances, parce que vous dites qu'il n'a pas un toit, et quand il a fini de construire le toit, vous lui dites qu'il n'a pas de porte. Quand il a fini de construire la porte, vous lui dites que non, vous êtes en voyage, quand vous reviendrez, vous lui remettrez son bien. Je crois que les parlementaires français ont compris que l'argent des Africains qui se trouve logé dans le trésor français est l'un des plus gros biens mal acquis qui ait jamais existé. Et pour éviter qu'il y ait une calamité, que les gens se rendent à l'évidence qu'en réalité, quand on parle de biens mal acquis des présidents africains, on voulait cacher le véritable bien mal acquis qui se trouve en France. C'est-à-dire 50% de nos avoirs, de nos espérances. Maintenant qu'il y a une prise de conscience, elle est partie des peuples, elle est maintenant au niveau de leadership. Je voudrais ici solennellement dire que le président Obiangema a été un peu plus clair. Il a arrêté nos hardiesses d'enthousiasme des jeunes qui ont été dans les mêmes écoles et qui ont compris la duplicité. Il nous a dit, nous allons négocier, nous allons aller doucement, nous demandons simplement que le franc CFA, dont on n'est pas obligé de changer de nom, se loge au niveau de la Banque centrale européenne. Parce que celle qui est logée en France, elle est fictive, ce n'est pas normal. La deuxième chose que les Africains doivent comprendre, parce qu'on a dit ici qu'on va suivre nos leaderships, on va faire un comité de suivi, de contrôle et de mise en œuvre. C'est qu'il ne faut pas que demain, les gens continuent de croire ce que les médias occidentaux disent en ce qui concerne les questions de malgouvernance et autres. Parce qu'en réalité, on ne peut pas demander à un président, à un chef d'État, de rendre son peuple heureux, alors même que la moitié de la récolte se trouve logée dans la maison de l'autre. Cette récolte a été mise dans un grenier pour que lorsque les moments les plus difficiles arrivent, qu'on puisse s'y mettre en place. Maintenant qu'on a décidé de faire en sorte que les Africains vivent de leur propre production agricole, ce qui suppose que le surplus sera vendu aux autres puisqu'ils ont besoin de cela, je pense qu'à l'évidence, il nous sera difficile de faire croire encore aux Africains que la malgouvernance qu'on ne définit que par rapport à l'Afrique, elle est due au fait que nos gouvernants gèrent mal. C'est que nos gouvernants croyaient qu'ils n'étaient pas obligés de nous dire la vérité. La vérité était que tout ce que nous produisons, tout ce que nous mettons comme effort, 50% va rendre les Français heureux. Comme la moitié du territoire nigérien rend les Français heureux, puisque avec l'électricité, avec le gaz et toutes les autres choses qui permettent aux machines à l'industrie de marcher, on peut revenir pompeusement en Afrique, dire voilà moi un pays qui n'arrive pas à vous donner ci, qui n'arrive pas à vous donner ça. Alors là même qu'on sait qu'on voudrait empêcher ces peuples de se rendre à l'évidence que leur espoir se trouve de l'autre côté. Je crois que c'est une position de sagesse. Une autre position qui rassure, c'est celle qui consiste lorsque le président Obiangema nous a dit non, ne vous en faites pas. Entre nous, une prise de conscience a été mise en place. Avec le président Biya, nous sommes en train de voir dans quelle mesure y aller. En réalité, ne voulait pas dire que nous voulons être sûrs que vous-même qui parlez de cette situation, vous êtes conscient que vous devez rester derrière nous pour que l'opinion ne nous prenne plus à témoin, qu'elle ne nous perde plus le temps à suivre les sirènes occidentales. Parce que les histoires de démocratie, c'est bien beau, mais je crois que nous sommes des Africains, nous avons des traditions. On ne peut pas demander à un parent qui se lève chaque matin pour aller chercher à manger à ses enfants. Il y a des jours difficiles. Lorsque tu ramènes une mangue, vous êtes à 5. Et on demande que ceux qui ne se sont pas levés le matin, c'est-à-dire des enfants qui font autre chose pour que la maisonnée avance, on dit de faire un vote pour savoir qui doit manger. Vous êtes conscient avec moi que les enfants qui ne savent pas ce que le père fait pour qu'ils mangent à la maison vont voter contre le père, et le matin, comme avec l'ensemble de nos chefs d'État, on va se rendre compte que le père n'a pas apporté la nourriture le lendemain. C'est ainsi que M. Kadhafi a été assassiné, et on l'a présenté comme un monsieur qui ne voulait pas rendre les Libyens heureux, alors même que le nombre de bombes qui se sont mises à éclater à Benghazi, à Tripoli, et le lendemain on se rend compte que les immeubles sont debout, comme il y a des boulevards en Syrie. Les immeubles sont debout. Les Africains peuvent avoir des bons leaderships,
mais à condition que quand des situations comme celle-ci se posent, qui sont des situations de conscientisation et d'explication, qu'il y ait une union sacrée autour de nos leaderships. Je dis bien que ce n'est pas ici le moment d'adouber, c'est de nos leaderships qui certainement ne comprendront pas quels sont les objectifs qui se sont mis en place. Parce que vous savez très bien qu'il y a certains leaders qui jusqu'à présent ne comprennent pas encore que le peu de moyens sur les 50% qui nous restent ne doit pas être mis à contribution pour aller encourager soit les médias européens, soit d'autres choses, des gens qui prennent votre argent pour venir vous insulter. Bikoro, c'est assez grave ça. Donc vous voulez dire devant 2 milliards de téléspectateurs qu'il y a encore des chefs d'État africains qui osent financer des médias occidentaux et après c'est ces médias qui les traitent de dictateurs, les conduisent à la haie et les débarquent du pouvoir et c'est là qu'on appelle, comme par inadvertance, les médias africains au secours. On a dit ici qu'on venait pour conclure en beauté et je crois que la meilleure conclusion en beauté c'est de dire la vérité aux Africains. Il y a effectivement encore des chefs d'État, il y a des opérateurs économiques qui au lieu de donner le soutien officiel réglementaires aux médias africains qui ont pris conscience, préfèrent donner cet argent-là aux Occidentaux. Comment on peut qualifier ça? Un complexe du petit nègre? Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir ici utiliser les mots que les médias occidentaux utilisent vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos chefs. Je voudrais simplement dire que peut-être ils n'étaient pas encore sûrs que nous sommes déjà constitués en armée de libération de l'Afrique, en armée de libération des chefs d'État. Donc ils ne sont pas obligés d'aller acheter une page d'un journal à 17 millions de francs, alors que même ces simples 17 millions peuvent faire vivre 2 ou 3 organes de presse. Vous parlez de 17 millions d'euros. 17 millions de francs d'abord pour une page d'un journal. Maintenant, quand on peut prendre une centaine de millions d'euros, pour aller, je crois qu'on y reviendra parce que nous sommes ici dans l'Union sacrée. Mais je voudrais vous dire, je vous dis, il y a des chefs d'État qui croyaient que nous ne sommes pas prêts à un soutien logistique, qui se croient encore obligés, parce qu'on met de la pression sur eux, d'aller donner de l'argent à des médias occidentaux qui viennent ici uniquement pour filmer autre chose au lieu de filmer ce qui doit être filmé. Si vous voulez construire Africa numéro 1 comme c'était à l'époque, on n'a pas besoin d'aller prendre l'expertise d'un média qui insulte l'Afrique, d'un média qui insulte les chefs d'État africains pour qu'ils viennent ici avec notre argent, continuer à nous imbéciliser comme le dit toujours Jean de Dieu ici. Nous disons, messieurs les chefs d'État, nous n'avons pas oublié que, je termine par là, que l'objectif c'est de faire en sorte que vous ayez l'honneur et l'honorabilité qui vous sied pour rendre le peuple heureux. Mais nous serons vigilants, nous demeurons vigilants. Chaque leadership économique et politique qui va encore aller donner de l'argent des Africains, de la Suède africaine, 50% de nos avoirs qui nous restent, pour amener l'ennemi à mieux s'armer pour venir nous détruire, nous serons bien obligés chaque fois d'attirer la sonde à l'alarme et de dire à nos peuples, celui-ci n'a pas encore compris. Mais heureusement, ce n'est pas encore le cas pour le moment. Mais je vous dis, quand nous allons continuer la conscientisation, l'information et la sensibilisation, il y aura des révélations qui seront faites. C'est vrai. Bravo à vous, François Bikoro. On va revenir dans quelques instants. Je vais donner la parole à Moustapha Diaye, mais pour étayer vos propos, il y a la Banque africaine de développement, il faut les citer nommément, qui s'est permise de payer des énormes pages de publicité sur toutes les chaînes françaises et européennes, au détriment des chaînes africaines qui suivent l'actualité au quotidien de cette Banque africaine de développement, à moins qu'elle ne porte plus bien son nom et qu'elle soit la Banque africaine du sous-développement. Alors, vous, on assume nos propos. Moustapha Diaye, vous qui êtes diplomate, pas de langue de bois, est-ce que pour vous, le franc CFA aujourd'hui a encore sa place et qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement ou bien quelle proposition on peut donner au chef d'État pour qu'il se débarrasse de cette monnaie de singe? Moi, ce que je dirais tout simplement, c'est que cet arrimage est incohérent. Dès l'instant que le franc français n'existe plus, le CFA ne devrait plus exister. Tout à l'heure, j'ai écouté nos prédécesseurs, nos éminents historiens et économistes qui ont bien campé le sujet. M. Bikoro, ce qu'il vient de dire, je peux le confirmer. Et je vais vous donner un exemple. Seulement, je tairai le nom de ce président qui a donné 400 millions de francs CFA à un magazine occidental. Et le lendemain, toute la presse de ce pays a titré 400 millions de francs CFA pour se faire fouetter. Ce président a été interpellé sur la question. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Je veux ne pas être oublié. Je suis prêt à donner
1 milliard même, pour qu'on parle de moi tous les jours. À la CPI? Je sais pas. Voilà. Ou bien dans les salons feutrés tout à l'heure, de Paris. Moi, je voudrais revenir sur cette sécurité. Vous savez qu'en 1923 a été créé Interpol, avec 190 pays. Quelques années après, les Européens ne se sont pas sentis, n'est-ce pas, dans cette organisation. Et ils ont créé ce qu'on appelle Europol en 1976, qui est dirigé actuellement par une Française. Aujourd'hui, moi j'aurais proposé au chef d'État, pour la sécurité de l'Afrique, pour la police de l'Afrique, qu'on crée ce qu'on appelle Afripol. Afripol sera la synthèse de Interpol et Europol. C'est-à-dire, on va prendre tout ce qui est bien dans Interpol et tout ce qui est bien dans Europol pour créer Afripol. Et pour cela, il faudrait une union sacrée. Mais ce n'est pas évident, parce que la faiblesse de l'Afrique, tout le monde le sait, il y a la France-Afrique qui est toujours là, c'est la colonisation permanente. Oui, mais comment faire pour sortir de la monnaie? C'est pourquoi, en tant que politique, je vous conseillerais de lire le roman de l'ancien ministre de la Culture du Mali, Aminata Dramane Traoré, et Boubacar Boris Diop, qui parle de la gloire des imposteurs. C'est très important. Donc, j'ai été très, quand même, impressionné de voir le thème de l'Union africaine, ombres et lumières. Moi, je dirais également comptes et mécomptes du 23e sommet de l'Union africaine. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de mécomptes, il y a beaucoup de non-dits. D'ailleurs, ce qu'il faudrait surtout dire, c'est attirer l'attention parce que la presse doit être, doit jouer le rôle de veille. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce qu'il va y avoir un suivi ou pas? Il y a des propositions qui ont été faites, telles que celle du président Obiang Nguema. Est-ce que tous ces pairs sont sur la même longueur d'onde que lui? C'est important. Et souvent, on sent un peu d'hypocrisie dans tout cela. C'est une association, certes, on le dit, mais quand même, il faudrait que nous, qu'on soit responsables, qu'on se sente concernés, n'est-ce pas, pour jouer le rôle de veille. Je vous remercie. Alors, Bamba Mafumbe, votre lecture, avant qu'on passe à l'autre sujet sur les conflits et les enjeux de déstabilisation de l'Afrique, quelle est votre lecture sur ce franc CFA, parce que tout le monde en parle, c'est comme un petit serpent de mer qui revient, mais qu'est-ce qu'on risque à la fin si on se débarrassait de ce suppôt de cette néocolonisation néfaste? Bon, ben, comme c'est ma dernière prise de parole à cette émission, je vais revenir en français. Avant tout, je suis ivoirien et là, nous parlons français. Ce que je voudrais dire, c'est que on peut sortir du franc CFA, sans que le ciel ne nous tombe dessus. Déjà en Afrique, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il y a eu de belles initiatives avec l'espace UEMOA qui a en commun l'usage du franc CFA. Nous sommes aujourd'hui en train de partir vers ce qu'on appelle l'éco sous la coupole de la CEDEAO. Malheureusement, les choses ont bien avancé et à un moment donné, ça a tantonné et ça a été relancé. Je pense que d'ici peut-être 15 ans, pourquoi pas, les choses vont aller mieux. Ce que je souhaiterais, des efforts sont en train d'être faits au niveau de la zone CEMAC, avec bien sûr les initiatives du président Obiang Nguema. Les efforts sont en train d'être faits. Il faut aller déjà vers un cloison, sauter les cloisons qui existent, par exemple, entre la zone CEMAC et la zone UEMOA, pour permettre qu'il y ait des compensations entre les deux banques. Déjà, en regroupant ces deux zones monétaires, on va avoir déjà un bon noyau et nous allons partir progressivement vers notre monnaie. En Afrique de l'Ouest, dans la zone CEDEAO, on parle de l'éco. Ce qui est intéressant et ce que je voudrais dire, il faut être clair là-dessus, ça ne sera pas facile. On va acheter des pots de bananes, il y aura peut-être des pics militaires par moment, de l'hypocrisie politique, mais il faut croire à ce qu'on fait. Le faire, arriver un jour à une monnaie en Afrique, vraiment, ce sont mes enfants et mes petits-fils qui seront heureux, pourquoi pas. Merci, Bamba Mafumbe. Alors, Luc Michel, finalement, on voit la bataille féroce autour des relations internationales pour que l'Amérique soit un bloc encore plus fort,
que l'Europe, même si elle est fragile aujourd'hui, s'unisse. Mais en Afrique, on commence par diviser déjà même les zones monétaires, comme disait Bamba. Après, on commence à remettre les frontières entre les pays, frères, amis, et qui ont un destin commun. Et après, on se met à créer des guerres. Alors, pour vous, quand on regarde, par exemple, puisqu'on va parler du cas du Mali, parce qu'il y a une incidence sur la Libye, vous connaissez bien un peu le terrain, comment on peut juger ce cataclysme qui déferle un peu sur le peuple malien? Qui sont les coupables? Qui sont les concepteurs? Et pour quel but? Écoutez, on peut parler du cas du Mali, mais de dizaines d'autres pays. Enfin, on veut déjà fixer. Non, mais je veux dire, mais pas seulement en Afrique, c'est le même scénario. On a tout simplement créé un problème qui a permis de lancer la fameuse guerre contre le terrorisme. Quel a été ce problème? Lorsque la Jamaïria a été détruite, il existait en Libye des légions Touareg qui étaient contrôlées et au service de Kadhafi. On les a laissés se surarmer, c'est-à-dire avec notamment des véhicules blindés, avec des missiles, et on les a laissés traverser plusieurs pays africains pour rentrer au Mali. Quand je dis « on », ce sont les généraux de l'OTAN et spécifiquement les généraux français. Il était très facile, on a des satellites, on peut suivre un 4x4 qui traverse le Sahara. Il était facile de bloquer les colonnes du mouvement Touareg, du MNLA. Mais ça ne s'est pas arrêté là. On savait depuis longtemps, parce que les services européens sont bien faits, les services de l'OTAN sont bien faits, et la CIA est encore mieux. On savait que des contacts existaient dès les dernières semaines de la Jamaïria, entre les Touaregs qui étaient dans la région de Koufra et de Cheba, et les Katibas d'Aqmi, donc d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. On a laissé ces gens négocier, se rejoindre, se fusionner. On a laissé le tout prendre Gao, et puis on a hurlé, la catastrophe est là. On a commencé à développer ce scénario pour faire peur aux gens qu'ils étaient à quelques heures de route des capitales. Et à ce moment-là, la France est intervenue avec toute la logistique de l'OTAN. Mais je voulais vous signaler quelque chose. La France n'est pas capable de transporter ses troupes, ce qu'on appelle donc la capacité de téléportation. Elle a bénéficié de la logistique américaine. Elle a bénéficié de la logistique, notamment de la Belgique et de l'Allemagne. Et tout ça avait été décidé au mois de juin, c'est-à-dire presque 3 mois avant la crise malienne. Madame Merkel avait mis les grands porteurs de la Bundesluftwaffe au service de l'armée française et les Hercules qui sont sous le contrôle de l'Afrique. Tout ça, ça s'est appliqué un peu partout. Ça s'est appliqué un peu partout, à commencer par l'Afghanistan, par la Bosnie, lorsque l'ex-Yougoslavie a éclaté, et par la Somalie. On parle de somalisation, qui a été vraiment le laboratoire de la destruction d'un État en Afrique. Il y a non pas une théorie du chaos, mais une géostratégie du chaos. Il y a ce que j'ai appelé moi le scénario du diable, parce qu'on joue le diable. On laisse volontairement se développer des forces islamistes que l'on contrôle, que l'on ne contrôle pas, qui à certaines périodes de l'histoire sont les alliés des Américains, puis ses adversaires, et parfois simultanément. Il y a encore actuellement, il y a des forces islamistes anti-Assad en Syrie qui s'inscrivent dans l'offensive générale de l'Occident contre Assad, et on combat exactement le même mouvement en Irak. Pour aller au point de départ de tout ça, il faut aller très loin dans l'histoire. Il faut aller dans ce qu'on appelait la guerre de 30 ans en Europe. La guerre, et vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas un long détour parce que c'est la matrice de ce qui se passe. La guerre de 30 ans, c'est quoi? C'est la France du cardinal de Richelieu, qui est catholique, qui va soutenir les princes protestants allemands. Il n'y a autant de différences entre eux à l'époque qu'il y a entre un libéral américain et un djihadiste aujourd'hui, contre l'empereur d'Allemagne. La guerre dure 30 ans, elle dévaste totalement l'Allemagne.
La guerre ne se fait pas en France, elle se fait en Allemagne, bien entendu. La France en est épargnée, comme les États-Unis, à part l'épisode du 11 septembre, ne connaissent pas la guerre. Lorsque la guerre de 30 ans se termine, et après ça, il y a une grande peste qui achève de tuer la moitié de la population allemande. L'Allemagne sort de l'histoire comme grande puissance jusqu'à Napoléon. Que fait le cardinal de Richelieu? Il convoque un traité, c'est le fameux traité de Westphalie. Allez voir dans Google ou dans un dictionnaire. Avant, lorsque se termine le traité de Westphalie, il y a 51 micro-États allemands. On a divisé, il y a des villes principautés. L'Allemagne ne va pas s'en remettre pendant un siècle et demi. On va pendant un siècle et demi jusqu'à Napoléon faire la guerre sur le territoire allemand. Économiquement, l'Allemagne ne se développe plus, alors que avant la guerre de 30 ans, c'est l'État qui était le plus développé en Europe, à part les Pays-Bas. Et ça ne s'arrête pas. Il y a un grand historien allemand, qu'on arrive et je termine là-dessus, il a déterminé ce concept, il a écrit un livre fondamental, mais qu'on ne lit plus, c'est un livre de 1931, il s'appelle Frédéric Grimm, ça s'appelle Le Testament de Richelieu. Que dit Frédéric Grimm? Il dit, c'est la Kleinstaaterei, c'est l'organisation des micro-États. Vous allez comprendre ma chute parce qu'elle est lumineuse. Le cardinal de Richelieu, c'est le modèle de Henry Kissinger, l'homme politique américain. Qui est l'héritier direct de Kissinger? Vous le connaissez tous, c'est Zbigniew Brzezinski, l'auteur du Grand Échiquier. C'est l'homme actuellement qui a déterminé la politique de Barack Obama en Afrique et ailleurs. C'était bien ce rappel. Alors la même question s'impose à vous, hein, Jean de Dieu ici. Est-ce que vous avez la même lecture forcément que Luc à côté de vous? D'abord, je n'aurai pas la même lecture que Luc parce que je vais parler des choses qui nous concernent le plus simplement possible. Mais avec votre permission, je voudrais vous dire que M. François Bikoro a ouvert une brèche importante. J'aurais dû poser la question au chef d'État, comment ferions-nous pour sécuriser le signal d'Afrique Média menacé par une entreprise française qui décide aujourd'hui de ne pas respecter les clauses du contrat de respectabilité commerciale. Personne ne va me répondre pour le moment parce que lorsqu'une entreprise a conclu un contrat de loger votre signal et qu'un matin, parce que votre idéologie ne plaît plus au Quai d'Orsay français, et on vous annonce, ça semble être une rumeur, ça m'intéresse pour que les chefs d'État s'y impliquent sur le plan diplomatique. C'est important. Et de la même manière, M. Bikoro venait de me faire, de susciter en moi une réminiscence importante. C'est vrai, je n'ai pas pu interroger M. Sassou Nguesso. Lorsqu'il allait aux toilettes, il est ressorti très rapidement. Je n'ai pas pu l'interroger. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Mais il y a une rumeur qui tourne autour de lui. Vous savez qu'on ne peut plus parler comme à l'université, dans les amphis. Aujourd'hui, il y a une rumeur qui tourne autour de M. Sassou Nguesso. Je vais vérifier avant d'examiner ça. Il aurait donné 90 millions d'euros à Euronews. Vous savez que Euro, ça fait synonymie. Peut-être trompé par sa fille. On va vérifier. Si ça s'avère vrai, c'est encore ce qu'on appelle, ce que mon ami Senghor appelait les chartes nègres, pour que lui-même soit reconnu comme charte nègre. Donc, on va vérifier toutes ces ratiocinations fort ennuyeuses et je crois que je ne vous perds pas de temps pour vous répondre concrètement. Je voudrais qu'on reste dans la géopolitique, oui, dans les discours universitaires, dans les amphis, oui, mais voici les faits. Comment crée-t-on la criminalité en Afrique et dans certaines régions comme la Syrie? Je prends à témoin l'ambassadeur de la Syrie aux Nations Unies. Il s'appelle Bachar Jafari. Il a expliqué à Mondiovision. C'était à la tribune de l'ONU. Il a dit ce que je connais des amphis justement, que les grands centres, les grands pays, la France, les États-Unis, l'Angleterre, cela s'est passé même en Amérique latine, installent dans certaines régions du monde des mercenaires. Ces mercenaires reçoivent des organisations non gouvernementales avec des valises d'argent.
ces organisations non gouvernementales sont chargées de recruter localement des rebelles qui se transforment plus tard en insurgés et doucement, de manière très insidieuse, on fait passer les armes et lorsqu'il y a un mouvement d'humeur, on apporte les 4x4 avec beaucoup d'armes et tout de suite, l'État vulnérable se retrouve avec les Seleka, avec les anti-Baraka, avec Mounjao, avec le mouvement national de libération pour la Zawad. Et voici l'État, et voici avec les Boko Haram. Vous savez que Boko Haram, l'école occidentale est un péché, ça ne suffit rien pour vous et moi qui portions les vestes. Lorsque cette organisation est bien huilée, on parle de criminalité transnationale organisée. C'est de ça que M. Obiangema, quand il vous pose la question, ironiquement, d'où viennent des armes qui viennent tuer les Africains? Je chute pour ne pas être très long. Il s'agit de deux hypothèses. La première, c'est le jeu des intérêts. On vous agresse pour que des Français, des gradés, sortent du sous-sol avec des matières premières, remettent à d'autres Français, à d'autres soldats de rang. Ça, c'est les intérêts économiques du sol et du sous-sol. Deuxième idéologie qui a échoué avec l'histoire du sida. Ah, excusez-moi, le sida, ça est entré dans nos mœurs. Cette idéologie dit que il faut engager le processus d'élimination systématique des Noirs parce que le terrain des Noirs, qui est resté avec le bon climat, va accueillir des populations qui sont abondantes aux États-Unis d'Amérique, en France, en Chine. C'est-à-dire que ce terrain, lorsqu'ils demeureront vides, voyez-vous, c'est pour ça qu'on vient vous dire, amener une femme dans une chambre pour faire des enfants, c'est satanique. C'est les affaires de Satan. Et que désormais, il faut que l'homme et homme dorment et ça va faire d'autres types d'enfants. Voyez-vous? Donc lorsque votre terrain sera vide, vous comprenez qu'il y aura recolonisation ou repopularisation de ces territoires restés. C'est les deux hypothèses qui semblent justifier cette agressivité brutale, cette gouvernance internationale anthropophage, cette prédation tous azimuts. Et je pense que la République centrafricaine est l'illustration de ce que je venais de dire. Ça a échoué en Syrie. C'est pour ça qu'en Syrie et en Ukraine, il y a ce qu'on appelle la bipolarisation ou alors la rebipolarisation du monde. C'est-à-dire que le bloc Chine-Russie, qui est face au bloc occidental, États-Unis, France, Angleterre, et ces deux blocs constituent donc ce que j'ai aimé à l'école des relations internationales, qu'on appelait l'équilibre de force. Vous avez la bombe atomique, j'ai la bombe atomique. Une sorte d'équilibre de force et de terreur. Et de terreur. Et là, on disait qu'ils ont un terme, là, ils disent que la paix, les démocraties ne se font pas la guerre. Et ils s'appellent mutuellement démocratie. Voilà comment je peux chuter avec le sourire. C'est bien, Jean de Dieu. Il faut faire des partenariats avec la Russie rapidement, avec la Chine, comme a proposé avec l'histoire des crans rapides, M. Obiangema Bazoro. Donc il faut faire des grands partenariats pour qu'il y ait équilibre de force Jean de Dieu, en Afrique. C'était une émission au revoir. Là, il nous reste à peine un quart d'heure. Et moi Virgilio... Moi, j'aimerais signaler juste une petite point sur ça, parce qu'il y a un point qui nous fait un peu la différence entre moi et mon collègue Jean de Dieu. Parce que moi, je conçois l'africanisme en dehors de ce qui est la négritude, pour moi. L'africanisme, c'est beaucoup plus grand que la négritude. La négritude, c'est à part. Et soyons un peu clairs quand on défend ça. Parce que l'africanisme implique aussi que, bon, au Maroc, nos collègues, nos frères, nos confrères, ils sont des blancs. L'Égypte, j'ai les blancs là. Au Sud-Afrique, il y a des blancs. Donc, il ne s'agit pas de... Non, monsieur le directeur. Même en Guinée équatoriale, il y a des blancs. Je vais rassurer le directeur. Oui.
l'humanisme. Je dis le panafricanisme est un humanisme. Je suis amoureux de tous les blancs. Vous avez utilisé le terme blanc. De toute la race Je suis amoureux humaine. de l'être humain, Voilà. qu'il soit blanc, jaune, noir, etc. Je suis debout Heureusement. pour lutter contre Jean de Dieu, l'imposture laissez des Virgilio politiques. continuer pour que la parole circule. Oh, Non, c'est juste pour éclaircir les choses. Parce que Ah oui, l'africanisme, pour moi, c'est beaucoup plus loin de ça. Parce qu'on devait défendre avec force, avec même émotion, notre africanisme. Mais il faut éviter un peu de se tomber dans la xénophobie ou bien le régionalisme ou bien vous le savez bien, c'est ça, non? Virgilio. Heureusement, c'est pas ça qu'il a dit mon frère. Virgilio. Il a bien corrigé. Oui, oui. C'est dans trois instituts français. Il a bien corrigé. Virgilio. Ok. Nous sommes amis et très forts. Attendez. Mais bon, Virgilio. Je voulais faire S'il vous un plaît. petit résumé S'il en vous plaît. espagnol très vite, si vous me permettez. Ah oui, oui. Oui, allez-y, parce qu'on qu'on n'a pas le est temps. en conclusion. Ouais. Il y a des points qui sont importants. Bon, hay puntos que son importantes y que han salido de este encuentro y que viene a ser como parte de los encuentros anteriores. Por eso quiero señalar, como este es el programa de cierre, quería señalar en primer lugar que África se ha dado cuenta, el primer punto importante es la concienciación de que tiene que haber comida en África, la seguridad alimenticia, porque la falta de alimentos es lo que realmente ocasiona los problemas que tiene África. África nunca ha sido un continente pobre. Pero el que no tiene alimento tiene un problema seriamente social. El que no tiene alimento tiene un problema de salud, porque los niños, los mayores están desnutridos y en esas condiciones nadie puede trabajar. El que tiene problema de alimentos tiene problema de educación, porque si el niño va a clase y no está bien nutrido, si el niño siente hambre no va a clase, y si va a clase no va a enterarse de lo que pasa. Lo mismo que el trabajador. El que tiene hambre tiene problema económico, seriamente. El que tiene hambre, de la misma manera, es la persona que es susceptible de ir a la guerra por cualquier persona que viene a engañarle para que vayan a la guerra, porque quiere comida. En segundo lugar, importante que la cumbre ha destacado y que yo, sinceramente, esto a mí me ha tocado porque antes cuando uno no vive esto, cuando una persona no está al tanto de las discusiones, de los encuentros, de las cumbres, de los líderes, tú piensas que estas cosas pues no tienen conciencia los jefes de Estado, las personas que están más o menos representándonos. Este segundo punto es el punto de la concienciación de los jefes de Estado en el sentido de que la violencia que hay en África solo puede tener únicamente solución africana. La violencia africana debe tener el caso es que hay un Consejo de Paz y de Seguridad que está funcionando desde hace 10 años en el seno de la Unión Africana y que realmente está por buen camino. La otra concienciación es lo del panafricanismo que estamos discutiendo. Todos se han dado cuenta de que África tiene que tener sus propias ideas y África debe defenderlas conjuntamente. Otro punto de concienciación de todo lo que se ha discutido en la Unión, en esa 23ª cumbre de la Unión Africana, es la concienciación sobre el papel de los medios de comunicaciones. Señoras y señores, esto es muy importante. Antes los jefes de Estado de nuestros países huían tan pronto como veían un micrófono. Hemos llegado a la cifra récord de haber entrevistado cerca de 17 jefes de Estado, presidentes que se han ofrecido a ser entrevistados sin poner muchas pegas. Esto, quieran o no, es una manera de empezar a valorizar que el trabajo de los medios de comunicación es un trabajo válido para llegar a la verdadera democratización y a la solución de los problemas. Hemos visto la concienciación también, que quiero situar, sobre la situación injusta que sufre África. Algunos países, por algún adelanto o porque están más cerca de Occidente que tal, se creían que esto no les tocaba, pero a la hora de la verdad, cuando ha llegado la crisis en Europa, se han dado cuenta de que están discriminados exactamente igual como los países cuya agricultura, cuyo comercio, cuya industria no está desarrollada. Entonces ahora mismo esta cumbre nos ha venido a demostrar que efectivamente este no es un problema particular de los que no tienen la industria desarrollada. Este es un problema general para todos los países africanos y hay que tomarlo. Otra concienciación es la concienciación de cogerse de la mano para ir todos en el futuro pues con los mismos programas. Yo quería destacar todo eso porque estamos desarrollando muchos puntos y a veces también un poco dispersos y hay que hacer una recogida porque este es un programa de despedida, un programa de resumen de lo que ha sido la cumbre de la Unión Africana. Y sobre todo llamo la atención
lo que me ha quedado de mi compañero Luc Michel, ojo, para hacer todo esto hace falta saber que no hay que perder la ocasión de aprender, aunque el profesor sea un enemigo. Hay que aprender. Il faut apprendre de son professeur, même s'il est votre ennemi. Alors, Roger Bongos, on est en train de partir, on est en train de conclure. Un seul mot, une seule phrase forte qui vous aura marqué pendant ce sommet pour partir. Pour partir, je vais commencer avec une maxime de Winston Churchill. Il disait, quand la guerre commence, la première victime est la désinformation. Donc, c'est la presse qu'on doit mettre en exergue, mettre au devant de la scène, faire fonctionner la presse dans notre communauté, dans notre diaspora et aussi dans cette Afrique qui se cherche, comme disaient les Ivoiriens. Alors, la chose la plus forte que je remarquais ici, que j'ai ressentie, c'est simplement la volonté de construire une Afrique forte, une Afrique émergente, une Afrique qui peut donner en 2063 quelque chose pour la génération future. Il faut compter 3 générations pour avoir une Afrique émergente. Mais pour avoir cette Afrique émergente, il y a un processus, il y a un calendrier, il y a un chronogramme. Comment utiliser ces chronogrammes? Avec quels dirigeants? Avec quel leadership? Et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est au regard de point de presse d'hier du président Obiangema, on a vu une volonté derrière, cette volonté de ramener cette Afrique derrière un leadership, mais un leadership fort. Mais comment le retrouver, comment trouver ce leadership? Avec des actions sur le terrain. Quelle action? De mettre en place un processus d'intégration régionale. Quand je parle régional, je parle de l'Afrique. Alors, cette intégration-là a du mal à se mettre en place au regard de ce qui se passe depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. La dictature perdure, des grandes dictatures perdurent parce qu'on veut confisquer les pouvoirs, on ne veut rien donner à ce peuple. On nous balance ci et là des chiffres. La croissance a des chiffres. On veut bien avoir cette croissance, mais en réalité, on n'a absolument rien. On parle de la sécurité alimentaire, on parle de l'agriculture, mais on peut aujourd'hui observer que nous avons 23 ans de sommet. Vous avez vu, 23e sommet. Mais dans 23 ans, faisons l'analyse, qu'est-ce que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Africain moyen a trouvé dans son assiette? Qu'est-ce que l'Africain moyen a trouvé comme toit? Qu'est-ce que l'Africain moyen a trouvé comme école nécessaire pour pouvoir avoir la matière? On abrutit le peuple africain. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, on n'a même plus le temps. Oui, mais on n'a plus le temps. Mais j'avais beaucoup de choses à dire. Mais là, malheureusement, c'est ça l'Afrique. Mais c'est ça le problème. J'avais énormément de choses à dire. Mais malheureusement, je vais terminer par ceci. Je vais chuter rapidement par ceci. Je dis, comment on peut donner comme synthèse par rapport à ces sommets? Les sommets-là, comment ça a été vu? Par le souverain primaire, par les institutions. Le souverain primaire est mis à la marge de ces sommets. N'a pas eu l'écho de ces sommets. Au niveau de Salif Fetré à Paris, ils ont analysé ces sommets. Au niveau de la presse internationale, la presse institutionnelle, on a fait état, comme ça, brièvement, de ces sommets. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis en place un processus d'une presse importante de la diaspora ou africaine. Voilà le souci. C'est bon. Noa Sadio. Ouais, en 30 secondes. Ce qui m'a frappé pendant le discours du président Obiangema, que je salue. Oui, allons-y, on est en train, on n'a plus le temps. Comme il vient de dire, justement, il a dit, ils n'ont même pas mentionné dans leurs différents quotidiens l'existence de ce sommet. Donc c'est à vous les médias africains que nous donnons cette chance. Donc même si les présidents comme M. Sassou Nguesso donnent des millions, croyant que c'est ça qui le fera exister, il y a des médias comme Afrique Média. Malgré qu'ils veulent nous couper un satellite, ils perdent leur temps. Nous avons nos astuces que nous ne dévoilerons pas parce que le monde est planétaire. On va aller en Chine. Et plus, ils vont se focaliser c'est eux qui vont partir, sur les biens mal acquis
Sur les biens mal acquis de M. Teodorino, heureusement, M. Bikoro vient de dire que le Parlement français commence à comprendre que c'est du bluff, c'est du rien, c'est du vol orchestré et masqué. Parce que M. Teodorino, les routes qu'il a chez lui valent les routes de la Suisse, valent les routes de Valence en Espagne, valent les routes de Barcelone et valent les routes de... Vraiment, M. Teodorino a mis les gens à l'aise en tant que vice-président et épauleur de son géniteur pour une Guinée-Bissau et une Guinée équatoriale magnifique où nous nous sommes sentis à l'aise jusqu'au moment où nous y sommes. Alors, c'était une émission finalement de revoir. Virgilio, je pense qu'on a rempli notre mission. Vous aviez un dernier mot peut-être pour vos téléspectateurs avant qu'on me... Bon, pour le téléspectateur, moi vraiment je suis un peu émotionné parce que c'est la fin, non? Il paraît qu'on a commencé, ça fait 4 jours et j'étais déjà habitué d'être ici avec eux. Seulement, il faut remercier tout le monde qui nous a fait confiance. Remercier les collègues de toute la presse. Vraiment, moi je regrette que tout le monde va partir aujourd'hui ou demain et je vais rester tout seul. Que le chef de l'État peut décider autrement. on va tiendre à tout le monde au courant. De toute façon, on va essayer parce que bon, Afrique Média, il travaille étroitement avec la télévision guinéenne-équatoriale. Peut-être qu'on aura ça en réseau, quelque chose comme ça. Il y a notre créateur là, qui va décider. Mais écoutez, chers téléspectateurs, que vous dire de plus? C'était un moment que je qualifierais d'historique. Mais simplement, c'est que l'Afrique est en marche. Hein. C'est inexorablement vrai. Et j'avais juste envie de dire aussi à cette Afrique de ne pas trop souvent compter sur ce que pensent les autres. Ce qu'on pense au royaume de Belgique n'intéresse pas 1 milliard ou 2 milliards d'Africains aujourd'hui. Donc c'est à nous-mêmes de prendre notre destin. Et si j'allais encore dire 2 mots, j'allais juste dire que c'est normal que peut-être les enfants, les tout-petits aient peur de l'obscurité. Ça fait peur. Mais quand c'est nous, les adultes, qui avons peur de la lumière, pour paraphraser un philosophe, ça veut dire que c'est nous qui avons un problème. Et en Afrique, malheureusement, nous sommes encore de millions de personnes, des décideurs aussi parfois, à avoir peur de la lumière pour nos peuples, la lumière pour les cerveaux de nos enfants, la lumière pour l'industrie, pour le bien-être. Et j'aimerais que chaque Africain sache qu'il n'y a pas de fatalité. Nous sommes en terre équato-guinéenne. C'est une terre merveilleuse. On ne va pas en dire plus, mais vous pouvez vérifier par les faits. Ça parle. C'est une Afrique qui est en train de se transformer. C'est une nouvelle Afrique. C'est une Afrique où les moustiques nous évitent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de pollution. C'est une Afrique en construction. Et ça peut servir d'exemple parce que généralement, je le dis pour terminer, en Afrique, souvent, nous-mêmes, quand nous avons envie de prendre l'exemple sur ce qui marche, nous sommes souvent les premiers aussi derrière à monter des blocs pour combattre le bien. Bonne chance, bonne journée, merci et salut l'Afrique. Photo de famille. Voilà. You listen to the sound of my African song, you will feel, you will hear the pure inspiration. You just need to close your eyes and feel the song, 'cause you will